Merci beaucoup d'être là nombreux pour ce thème un peu particulier aujourd'hui, cette séance extraordinaire du GRIS. Nous avons donc la grande chance d'accueillir aujourd'hui Monseigneur Sanchez Sorondo, qui nous vient directement de Rome. Alors je voudrais inscrire son intervention dans le cadre des activités de ce groupe de recherche, le GRIS, que je coordonne et qui s'inscrit dans le cadre des activités du Centre de philosophie des sciences, ici de l'Institut supérieur de philosophie, et qui se développe maintenant depuis 2 ans, à raison d'une séance mensuelle à peu près. Alors avant tout, je vous invite, si cela vous intéresse, à consulter notre site, puisque un historique des séances précédentes y figure, ainsi que les vidéos qui sont prises à chaque séance et qui, parfois avec un certain délai, mais finissent toujours par aboutir sur le site. Et donc vous pourrez revisionner les thématiques qui éventuellement vous intéressent particulièrement, l'ensemble des activités déjà suivies. Il y a aussi des textes, il y a des réflexions. Donc bienvenue sur ce site qui est géré par Louis Possos, qui est un des participants du GRIS. Alors la séance d'aujourd'hui, elle s'inscrit, bien qu'un peu atypique, elle s'inscrit néanmoins dans l'un des 2 axes du GRIS de cette année. Donc le premier axe, c'est l'axe qui réfléchit les liens entre l'énergie et l'économie. C'est pas celui-là, bien qu'on pourrait en tirant un peu faire des liens avec cette problématique, mais c'est plutôt par rapport au 2e axe que la séance d'aujourd'hui revêt un sens particulier, c'est la question du lien entre écologie et spiritualité. C'est dans le contexte de cette 2e thématique transversale que nous avons accueilli il y a 2 mois Philippe Cornu, de l'Institut d'orientalisme, qui est venu nous parler du lien entre bouddhisme et écologie. Et de façon plus générale, je voudrais prendre quelques minutes pour situer la réflexion d'aujourd'hui dans le cadre plus global des activités de notre groupe de travail, en la mettant en perspective de la grille de lecture de la crise écologique qui se dessine et se précise de séance en séance. Avant ça, je voudrais faire un bref retour sur l'agenda des séances prochaines. Je profite donc de votre présence pour vous inviter cordialement à participer à la prochaine séance qui est dans pas longtemps. En fait, c'est le 26 janvier avec Edwin Zakai, directeur du Centre d'études de développement durable. Le 15 mars, nous accueillerons Luis Martinez Andrade, qui est sociologue, chercheur au CRIDIS, sur la question de l'écologie en lien avec la théologie de la libération. Le 17 mai, nous accueillerons Vittorio Eusle de l'Université de Notre-Dame aux États-Unis. Et le 7 juin, nous accueillerons Laurent Debry de l'Université de Namur, qui nous parlera plus probablement des conditions politiques de la transition écologique. Aujourd'hui, vous le savez, le thème c'est le Laudato, au GRIS et ce soir. Certains d'entre vous sont sans doute inscrits à la conférence qui aura lieu au Socrates ici en bas ce soir. Ceux qui ne sont pas inscrits, malheureusement, ne pourront pas y assister parce qu'on a été agréablement surpris de constater que l'ensemble des préventes, l'ensemble des places ont déjà été réservées et payées. Donc malheureusement, il n'y a plus moyen d'assister à cet événement si vous n'y êtes pas inscrit. Mais on vous fera un compte rendu détaillé si jamais vous regrettez vraiment d'avoir manqué cette inscription. Je dois pouvoir y assister. Alors, pour situer la problématique d'aujourd'hui et le texte de l'encyclique Laudato Si dans la problématique du GRIS, je vais vous retracer assez brièvement un petit historique de ce qui a déjà été fait dans notre groupe de travail. Qui cherche au fond, au fil des séances, à développer une grille de lecture qui soit la plus intégrative possible et qui permette d'avoir une vision globale et multifactorielle de ce phénomène étrange et complexe qu'est la crise écologique. Nous avons développé un schéma qui permet d'avoir une vision de la crise écologique comme un problème qui comporte différentes strates. Et donc, strates, il s'agit de creuser pour découvrir derrière un problème les autres problèmes qui se nichent, qui se cachent et qui alimentent pour finir en profondeur cette crise. Alors à un premier niveau qui est sans doute non seulement crucial mais aussi le plus visible sur le plan médiatique, même si sans doute pas assez, il y a ce qu'on appelle les limites planétaires et l'ensemble des constats scientifiques qui se développent depuis une 40aine, 50aine d'années, qui se précisent aussi.
Alors nous avons eu une série de chercheurs qui nous ont fait l'honneur de leur présence, comme Olivier de Scutter, Éric Lambin, Patrick Meffroy, Corentin Rousseau, Philippe Sonnet, qui chacun nous ont permis de comprendre voilà, ce qu'il en était de ces constats scientifiques par rapport à la crise écologique. Ensuite se pose la question de savoir, au fond, ça c'est le réflexe que nous avons en tant qu'héritier de la modernité, c'est quelles sont les solutions scientifiques, technoscientifiques à ce problème. Tout problème ne peut être un problème que s'il y a des solutions techniques pour le résoudre, ça tout le monde le sait, c'est comme ça que réfléchit normalement un ingénieur. Eh bien, il se fait que les ingénieurs qui viennent au GRIS ne réfléchissent pas comme ça parce qu'ils en sont arrivés au constat qu'au fond, malgré les grandes promesses qui sont faites par le monde technoscientifique en matière de technologie du renouvelable, etc., on peut considérer qu'une transition strictement technologique n'est pas une solution en tant que telle, n'est pas possible. La technologie peut alimenter, peut résoudre certains aspects de la crise, mais une solution ne pourra pas être trouvée sans passer par une remise en question de certains axiomes économiques. Donc ça, c'est le point de vue qui est défendu par Hervé Jeanmar, Louis Possot, Olivier Vermeulen, et qui nous mène à une troisième strate de réflexion qui concerne alors la sphère de l'économie, et qui nous pousse à mener une réflexion sur les axiomes, notamment la question du PIB comme indicateur de développement, la question de la croissance comme moteur aussi du développement de société, la vision économiciste du politique qui s'impose à l'heure actuelle. Les exposés d'Isabelle Cassirs et de Louis Possot nous ont permis voilà, d'approfondir certaines de ces questions, et j'espère que d'autres éclairages du point de vue des économistes vont pouvoir nous aider à approfondir encore cette dimension, qui n'est pas sans poser toute une série de questions politiques et d'engendrer toute une série de remises en question institutionnelles, dont l'exposé par exemple de Marc Ouniadi nous a donné certains éléments de réflexion, notamment à partir d'une critique du libéralisme politique qu'il effectue. D'autres ici, bon évidemment le schéma, un schéma il a des avantages de clarification, des inconvénients de schématisation. C'est sûr qu'on fait des enjeux politiques, on en trouve presque dans chacun des exposés à un moment ou à un autre, mais voilà. Chez Isabelle Cassirs, il y en a, chez Olivier de Scutter certainement, chez Patrick Meffroy on a soulevé également dans son exposé. Et alors, ici je vais passer un peu plus vite, nous avons derrière cette strate politique trois autres strates identifiées, une strate éthique, une strate anthropologique et philosophique, et une strate qui touche l'histoire, la théologie, qui constitue pour finir la racine idéologique, on va dire, de la crise écologique, les enjeux éthiques, les enjeux qui touchent les représentations de la nature, les représentations du réel, et qui historiquement se sont développés dans l'Occident moderne et qui ont permis que se déploie ce phénomène de crise écologique. Alors une série d'exposés ont été développés en ce sens, celui de Bernard Felt, de Dominique Bourg de l'Université de Lausanne, de Catherine Larère de la Sorbonne et de Philippe Cornu, auquel j'ai fait référence tout à l'heure, ainsi que ma modeste contribution à ce débat, qui permettent donc d'envisager ces quelques éléments de réflexion qui ont à voir du coup avec ce qu'on pourrait appeler les racines philosophiques, même si je ne veux pas tirer la couverture vers la philosophie, on pourrait dire les racines historiques ou les racines anthropologiques de la crise écologique. Alors dans ce panorama général, comment situer l'encyclique et l'analyse proposée par le pape François de ce phénomène de crise écologique? Eh bien, on peut constater que cette écologie intégrale qu'il développe correspond bien, enfin, en tout cas, on retrouve dans cette écologie intégrale l'intégralité, en tout cas, de ces strates que je viens de vous exposer, qui constituent notre grille de lecture intégrative dans le cadre de ce groupe de réflexion ici. Donc on y trouve un topo probablement non exhaustif, mais bien documenté sur ce qu'il en est des limites planétaires. On y trouve une critique du paradigme technocratique. On y trouve une critique qui regroupe les deux strates suivantes de l'économie de la croissance, de la société de consommation et des structures institutionnelles du monde politique actuel et de la vision économiciste qui s'impose mondialement. On y retrouve, et là je regroupe les trois dernières strates, et ça on pouvait s'y attendre, c'est vraiment plutôt le côté pour finir intégral qui marque, je trouve,
notamment dans cette encyclique, c'est le fait d'avoir pu embrasser en fait, l'ensemble de cette problématique dans un seul ouvrage, ce qui est effectivement pas évident, étant donné la complexité du phénomène. Donc soulever les enjeux éthiques, la crise écologique étant présentée comme un problème touchant un problème moral en réalité, les questions anthropologiques, philosophiques et théologico-spirituelles qui sont derrière et qui nous invitent à voir la crise écologique aussi comme et l'analyse qui s'ensuit comme une façon de revivifier les sources de notre agir moral. Alors, dans cette introduction, si vous me permettez de prendre encore la parole quelques minutes, j'avais envie de faire un zoom sur un point qui, à titre personnel, et j'espère que ce sera interpersonnel, m'intéresse particulièrement et m'a frappé dans ma lecture de l'encyclique, et qui touche au fond cette strate peut-être la plus fondamentale de l'interprétation qu'on peut donner de la crise écologique. Donc cette crise écologique présentée comme une crise spirituelle, que Dominique Bourg exprimera dans les termes suivants. La crise écologique dans laquelle nous nous abîmons à d'essence spirituelle, elle tire ses origines des fondements même de notre civilisation. Et c'est sur cette idée des fondements même de notre civilisation, et en particulier sur la question de l'immanence, que je voudrais mettre un accent assez rapide dans cette introduction avant d'enfin céder la parole à Monseigneur Sanchez Sorando. Et pourquoi cette question? Je trouve qu'à travers cette question de l'immanence, on peut souligner de manière particulière le fait et comprendre en quoi, en tout cas son interprétation, cette encyclique est un réel événement à l'échelle de la pensée écologique. Et pas seulement un événement pour ceux qui se disent chrétiens catholiques. Et je voudrais formuler cette intuition que j'ai en lien avec l'accusation dont Lynn White Jr. est sans doute le porte-parole le plus emblématique dans le milieu académique, selon laquelle le christianisme, et en particulier la théologie chrétienne de la fin du Moyen-Âge, aux alentours du XIe siècle, aurait servi de matrice à l'avènement de la vision technoscientifique du monde caractéristique de la modernité. Et ce faisant, elle constituerait la racine historique de la crise écologique. Donc c'est cette incrimination du christianisme comme racine historique de la crise écologique que je pense qui est à mon avis un problème philosophico-théologique vraiment très important, intéressant, et vis-à-vis duquel l'encyclique se positionne d'une manière qui à mon avis est assez radicale. On reproche en effet souvent à la science moderne d'avoir désenchanté le monde. Et d'ailleurs, Jean-Michel Pounet a cité Descartes, et c'est vrai que c'est souvent Descartes qui en prend pour son grade en matière de racine de la crise écologique. Et pourquoi? Parce que la modernité a favorisé le développement d'une vision, et c'est vrai, réductrice, mécaniste, instrumentale et réifiante de la nature. La modernité a transformé le cosmos, le concept de cosmos qui était caractéristique des visions du monde pré-moderne, en environnement, quelque chose qui est autour, quelque chose qui est une sorte de réservoir de ressources à la disposition de l'être humain. Et l'intérêt de l'analyse de Lynn White à cet égard a été de suggérer qu'une certaine veine théologique chrétienne prédominante à la fin du Moyen-Âge, qui était tout à la fois très rationaliste et strictement transcendentaliste, aurait d'une certaine façon préparé le terrain à ce mouvement de réification et permis le processus d'exploitation sans retenue d'une nature réduite à l'état d'objet. Je pense d'une part que cette critique mérite d'être prise en compte parce qu'elle soulève, comme j'ai dit, la question cruciale de l'immanence, et il m'apparaît donc par ailleurs que l'encyclique y répond de façon profonde et engagée. Je m'explique brièvement. La critique de White, on peut dégager... C'est un texte intéressant, je vous recommande de le lire si vous ne l'avez pas fait. Il y a deux aspects, grosso modo, même. Il y en a plus, mais j'en identifié deux. Il y a un aspect de cette critique de White, critique qui est parue quand même dans le magazine Science, ce qui n'a pas été pour rien dans la notoriété qu'a eu sa critique à ce moment-là, en 1967. Donc il y a une première façon de d'incriminer le christianisme aux racines de la crise écologique, c'est de faire référence au texte de la Genèse, donc Genèse 1, 28,
soyez féconds, multipliez, emplissez la terre et soumettez-la, dominez sur les poissons de la mer, les oiseaux du ciel et tous les animaux qui rampent sur la terre. Donc ça, ce serait selon certains une invitation à ce qui est devenu chez Descartes dans une vision qui s'est progressivement sécularisée, le fait d'être maître et possesseur et dominateur de la nature. À mon avis, cette interprétation-là, elle est un peu facile et elle est vite, on peut vite la mettre de côté parce qu'à mon avis, il s'agit en grosse partie d'une question de traduction et il y a toute une palette de possibilités d'interprétation qui vont beaucoup plus dans le sens d'une injonction à être intendant de la planète, à être jardinier de la planète, à finir à en prendre soin, mais pas forcément à l'exploiter Donc voilà, en tout cas de ce que j'ai pu entrevoir, il ne semblerait pas que cette critique en tout cas ait le dernier mot dans cette problématique. Par contre, l'autre aspect de la critique est de présenter donc, la théologie catholique aux alentours du XIe siècle comme une théologie qui a vraiment eu à cœur, de manière primordiale, de lutter contre l'animisme et le panthéisme, au nom et donc en insistant sur une conception totalement transcendentaliste de Dieu. Et de la critique de White ressort l'idée qu'en mettant strictement l'accent sur la dimension transcendante de Dieu, et donc la dimension transcendante de Dieu, ça veut dire le fait que Dieu serait totalement extérieur à sa création, qu'il ne se confond en aucune façon avec la création. Donc, en cherchant à distinguer radicalement la théologie chrétienne des cosmovisions animistes panthéistes, qui sont porteurs ou porteuses d'une conception selon laquelle, pour finir, tout est Dieu, selon laquelle Dieu est dans la nature, est dans les forces vitales de la nature, incluant toute une série de forces de la nature personnifiées comme les génies des lieux, les genius loci, et autres personnages, au fond, qui sont des êtres qui sont entre les humains et la nature, par exemple. Mais en tout cas, cette idée que Dieu habite les forces immanentes de la nature, eh bien, en voulant se distinguer radicalement de ces cosmovisions animistes et panthéistes, la théologie chrétienne qui se développe à partir du XIe siècle aurait d'une certaine façon amorcé le processus de désacralisation du monde naturel. Une fois vidé de son aura sacrée, le monde naturel pouvait, grâce au progrès de la science et des technologies, être exploité sans retenue. Dans cette optique transcendentaliste, Dieu ne se manifeste en fait plus dans le monde naturel, mais uniquement dans l'histoire humaine. Plus qu'un facteur à prendre en compte pour penser la crise écologique, cette question de l'immanence est fondamentale sur le plan existentiel. Elle pose la question de la place de l'humain dans le monde, de la signification de la vie humaine et des liens qu'elle entretient avec le reste du vivant. Donc c'est une petite phrase extraite et un peu résumée du texte de Lynn White. Nous aboutissons apparemment à des conclusions désagréables pour beaucoup de chrétiens. Premièrement, du point de vue historique, que la science moderne est une extrapolation de la théologie naturelle, et deuxièmement, que la technique moderne peut au moins en partie s'expliquer comme une réalisation volontariste occidentale du dogme chrétien de la transcendance de l'homme et de sa légitime domination sur la nature. Transcendance de l'homme vis-à-vis de la nature, qui est le corrélat de la vision d'une conception de la transcendance de Dieu vis-à-vis du monde créé. Alors, on ne peut pas lui donner tout à fait tort, force est de constater que la question écologique a tendance à susciter certaines réticences, ou en tout cas a eu tendance à susciter certaines réticences dans le monde chrétien, en particulier catholique, qui n'a pas toujours été aux premières lignes de l'engagement écologique, et qui a manifesté une grande réticence face aux courants écologistes comme la Deep Ecology, fervent défenseur de la valeur intrinsèque de la nature. Peut-être des restes de cette crainte de l'animisme païen. Mais en quoi l'encyclique traduit-elle une réponse et une rupture vis-à-vis de ces critiques? J'ai souligné dans la lettre encyclique rédigée par le pape François de nombreux passages allant dans le sens de ce que le théologien protestant Jürgen Moltmann, précurseur de l'écologie chrétienne, appelle le panenthéisme. Ce concept très fécond, repris par Michel-Maxime Heger, théologien orthodoxe, renvoie à la recherche d'une synthèse entre le théisme, exprimant un transcendantalisme strict, et une vision strictement immanentiste de Dieu de type panthéiste. Dans le panenthéisme, Dieu n'est ni strictement identique au monde, il ne se confond pas avec lui, et il n'est pas non plus strictement extérieur au monde, comme s'il s'était retiré de sa création. Au contraire, il participe du monde naturel.
Maxime Aigé résume l'approche panenthéiste en affirmant « Dieu en toute chose et toute chose en Dieu ». Alors, j'ai épinglé cet extrait, mais il y en a vraiment de nombreux passages qui vont dans le sens de cette idée, de cette interprétation panenthéiste dans l'encyclique. Ici au paragraphe 233, « L'univers se déploie en Dieu qui le remplit tout entier. Il y a donc une mystique dans une feuille, dans un chemin, dans la rosée, dans le visage du pauvre. L'idéal n'est pas seulement de passer de l'extérieur à l'intérieur pour découvrir l'action de Dieu dans l'âme, mais aussi d'arriver à le trouver en toute chose. » Tant White que Moltmann s'accordent pour considérer que l'Église primitive et l'Église d'Orient attestent d'une théologie plus immanentiste que l'Occident latin. À travers la figure de François d'Assise, et en mettant un accent net sur la sacralité du monde humain et non humain, le pape François marque, je pense, un tournant non pas seulement dans l'histoire de l'Église catholique, mais plus largement dans l'histoire de l'écologie elle-même. Notre culture, la culture occidentale moderne en voie de déconstruction dans la postmodernité, est la culture au sein de laquelle s'est développé le paradigme techno-industriel qui a généré et continue de générer la situation de crise que nous connaissons. S'il est exact qu'au fondement de cette culture se trouve une représentation religieuse de la nature l'ayant vidée de sa valeur propre, alors l'accent sur l'immanence qui transparaît dans l'encyclique apparaît comme l'un des éléments clés de ce texte, qui fait de lui, comme j'ai essayé d'expliciter ici brièvement, un texte clé de l'histoire de la pensée écologiste dans le contexte de l'avènement de ce que Morin a appelé l'ère écologique. Voilà, j'en ai fini pour cette petite introduction. Je vous remercie pour votre attention.